Bonjour, je voudrais qu'on discute aujourd'hui de la question de la responsabilisation des communautés dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 au Sénégal. Alors pourquoi ce sujet? Face à l'évolution de la pandémie au Sénégal, je rappelle que le président de la République a pris un ensemble de mesures euh, allant dans le sens de l'assouplissement des mesures qui jusqu'à présent étaient en cours au Sénégal. Je ne vais pas revenir sur ces mesures, mais ce qui a le plus marqué l'attention, c'est la décision et l'appel du président de la République à aller vers la responsabilisation des communautés dans le cadre de la lutte et l'appel à apprendre à vivre avec le virus. Il se trouve que cet appel a suscité beaucoup d'émotions au Sénégal. Beaucoup de débats ont eu lieu. Je ne reviendrai pas sur les raisons avancées par les uns et les autres, mais beaucoup de monde s'est offusqué de la décision prise par le président de la République à une période de pic de l'épidémie. Passé ce débat émotionnel, il nous faut maintenant aller vers l'opérationnalisation de la stratégie. C'est pourquoi je propose en tout cas de contribuer au débat et de voir dans quelle mesure nous pouvons aller vers cette responsabilisation des communautés. Il est en soi, nous pensons que nous avons toujours demandé à ce que les communautés soient responsabilisées depuis le début de l'épidémie. Donc c'est un appel que nous soutenons malgré la périodicité. Au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a développé un guide d'orientation pour la responsabilisation des communautés. Donc tout ce que nous allons dire va contribuer à actualiser et à mieux opérationnaliser cette stratégie. Lorsqu'on parle d'engager les communautés, il nous semble deux éléments importants. Il faut que nous sachions qu'est-ce que nous entendons par responsabiliser les communautés. Donc je vais revenir sur ces points-là. Et le deuxième temps de mon échange avec vous va consister à prendre quelques orientations particulières pour mieux opérationnaliser la stratégie qu'on appelle celle de l'engagement communautaire, parce qu'au bout, il s'agit de ça. Alors, premièrement, si nous voulons réussir ce pari de responsabiliser les communautés, nous devons comprendre en fait l'esprit de la lettre. Qu'est-ce que nous entendons par responsabiliser les communautés? Pour moi, il faut retenir trois éléments importants. Lorsqu'on parle de responsabiliser les communautés, il y a un entendement. Qu'est-ce que ça veut dire responsabiliser les communautés? Responsabiliser les communautés, c'est établir un partenariat avec divers groupes sociaux qui composent les communautés afin de leur permettre de s'auto-responsabiliser, d'auto-contrôler et de contribuer à la lutte. Donc il y a une dimension collaborative et une dimension partenariale lorsqu'on parle de responsabiliser les communautés. Premier élément que nous devons retenir lorsque nous parlons de responsabiliser les communautés, cela suppose d'abord de reconnaître la reconnaissance, de reconnaître que les communautés ont des capacités d'agir, ont une intelligence sociale et peuvent valablement contribuer à la lutte contre la COVID-19 au Sénégal. Premier élément important. Reconnaître. Pour reconnaître les capacités, cela veut dire qu'on accepte que les populations sénégalaises, elles ont un savoir-faire et un savoir-être, malgré les critiques qu'on peut faire. Un savoir-faire qui peut être mis à disposition pour mieux favoriser l'application des mesures barrières. Donc, premier élément important, la reconnaissance. Si nous ne reconnaissons pas les capacités, nous ne pouvons pas responsabiliser les communautés. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître les capacités d'acteurs? C'est ne pas se mettre à la place des communautés, ne pas penser à leur place, écouter la manière dont elles conçoivent les choses et travailler à intégrer cela.
Deuxième élément important, c'est que lorsque nous reconnaissons les communautés, leur engagement suppose le partenariat avec les communautés, la collaboration avec les communautés. Collaborer avec les communautés, établir un partenariat, cela veut dire se mettre à leur côté et cheminer ensemble, mais pas se mettre devant elles et leur demander de suivre. Le partenariat, c'est établir une relation d'égal à égal pour travailler à mettre en œuvre une stratégie. C'est demander à des acteurs, des groupes sociaux, de pouvoir initier des actions, de contribuer à toutes les phases de la mise en œuvre d'une activité de santé publique, depuis la conception, la planification, la mise en œuvre, l'exécution donc, et l'évaluation. Donc ça veut dire que concrètement, dans le cadre de la COVID-19, si nous considérons que nous engageons les communautés dans un partenariat avec une dimension collaborative, nous acceptons qu'elles puissent participer à la prise de décision, qu'elles puissent agir dans la conception des mesures, fussent-elles des mesures qui viennent du niveau supérieur, c'est-à-dire le niveau national, mais qui puissent être décentralisées au niveau local avec une certaine touche des communautés, parce qu'elles ont des capacités qu'on reconnaît. Travailler à la collaboration, c'est aussi dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre que les différents groupes sociaux puissent se retrouver au devant de la scène. Donc la dimension partenariale, elle est importante, mais elle n'est pas possible sans des relais. Les relais communautaires. C'est qui les relais communautaires? Concrètement, l'approche développementaliste, on pense souvent que les chefs de quartier, les religieux, les leaders religieux, les leaders coutumiers sont les principaux relais. Oui, ce sont des catégories importantes qui disposent d'une certaine légitimité. Cependant, le Sénégal dispose d'un tissu communautaire très développé où nous avons les comités villageois, les comités de quartier, les comités de santé. Nous avons les groupements de promotion féminine, nous avons les groupements de jeunesse, nous avons différents groupes sociaux qui existent, les ONG de la société civile nationale et locale qui peuvent contribuer à établir ce partenariat, c'est-à-dire à être le pont entre les communautés et le ministère de la Santé, si je peux le dire ainsi. Donc cela veut dire que pour jouer le rôle de pont, il est nécessaire de travailler à ce que les personnes qui sont désignées puissent être des personnes légitimes. Qui est légitime pour représenter les communautés? Il nous faut comprendre que ce ne sont pas seulement des catégories de la démocratie populaire classique. J'entends par là avoir un chef de quartier, avoir un président de la jeunesse, avoir une présidente des groupements de promotion féminine. Oui, mais ce ne sont pas toujours. Ces personnes disposent d'une certaine légitimité traditionnelle, institutionnelle. Mais nous savons que dans les quartiers, nous devons tenir compte d'autres formes de mobilisation qu'on appelle les mobilisations à bas bruit, au ras du sol. C'est des personnes qui n'ont pas forcément de statut institutionnel comme ça, mais qui disposent d'une légitimité. Cette fois-ci, il s'agit d'une légitimité charismatique. C'est des personnes qui ont un certain charisme, qui peuvent être reconnues beaucoup plus par les communautés que, par exemple, un chef de quartier. Cela est d'autant plus vrai que nous savons que en temps de crise, souvent les catégories de la légitimité traditionnelle sont contestées. Les chefs de quartier, pour des raisons de politisation, sont contestés, etc. Donc cette approche collaborative, elle est importante de mettre au devant ceux qui sont considérés comme légitimes par les populations. Alors, et pour ça, il faudrait que les maires, les représentants des partis politiques, qui souvent prennent le dessus sur les figures de légitimité
reconnus par les populations. Il faudrait que ces acteurs-là cèdent leur place à ceux qui sont réellement reconnus et identifiés par les populations comme légitimes. Pourquoi il est important? Parce que lorsque les populations reconnaissent quelqu'un comme légitime, ça veut dire que cette personne, elle dispose de l'autorité et du pouvoir de domination pour exercer une certaine violence, ne serait qu'une violence symbolique sur elle, et leur demander à succès de s'engager dans une lutte, par exemple, dans l'acceptation des mesures barrières. Troisième élément important pour comprendre ce que veut dire responsabiliser les communautés, troisième élément important, c'est il faut renforcer les capacités des communautés qu'on reconnaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilisation communautaire ne signifie pas que l'État se désengage. Entendons-nous très bien. L'État doit travailler, le ministère de la Santé doit être aux côtés des communautés qui sont au devant, et les équipes techniques de la riposte doivent être aux côtés des communautés pour les appuyer, pour les encadrer, pour les aider. Donc les équipes techniques ne doivent pas prendre le dessus. Elles doivent être aux côtés des populations dans le cadre de la lutte. Cela demande donc aussi que l'État renforce les capacités des communautés. Il faut qu'on donne, par le biais de la décentralisation, il faut qu'on donne aux communautés les capacités pour pouvoir agir, donc ce qu'on appelle l'empowerment. Cela suppose que l'État décentralise au-delà de la responsabilité, que les moyens soient décentralisés. Cela suppose que les collectivités territoriales donnent les moyens aux populations pour lutter contre la COVID-19. Cela suppose que les figures politiques nationales et locales, surtout locales, ne soient pas dans une compétition préélectoraliste, mais que ces figures politiques donnent les moyens aux populations de pouvoir s'engager concrètement dans la lutte. Donc, si nous prenons en compte ces trois éléments, cela veut dire que ça ne réduit pas forcément la définition de l'engagement communautaire, mais ce sont trois éléments, à mon avis, qui doivent être observés. La reconnaissance des capacités d'acteurs des communautés, la collaboration et le partenariat qui passent par les acteurs communautaires qui sont nombreux sur le terrain, qui s'engagent de plusieurs manières et que, troisièmement, nous devons renforcer et encadrer. Donc voilà trois éléments qui nous semblent importants si on veut aller rapidement et mieux opérationnaliser la responsabilisation communautaire dans le cadre de la COVID-19. Donc je pense que cela nous permet de bien comprendre ce que ça veut dire l'engagement communautaire. Engager les communautés, c'est les mettre au devant en reconnaissant leurs capacités, mais aussi s'engager à leur côté. Je pense que c'est engager et s'engager prend en compte les trois éléments que je viens d'évoquer et que c'est ça qui est à la base de l'engagement communautaire, la responsabilité, l'éthique de la responsabilité individuelle et collective dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le terrain, les populations se sont engagées depuis longtemps. Mais peut-être que ce qu'elles ont fait par le biais de plusieurs acteurs communautaires n'a pas été suffisamment reconnu par les pouvoirs publics. Il est important de reconnaître que l'engagement communautaire existe. Parce que depuis le début de la pandémie, les populations sont en train de se mobiliser à leur manière, avec leurs moyens qui sont souvent limités, sont en train de développer un ensemble de stratégies pour pouvoir contribuer à leur manière à la lutte. Il s'agit donc maintenant de reconnaître cela rapidement et surtout de renforcer leurs capacités. Donc voilà le premier point que je voulais aborder avec vous dans le cadre de la responsabilisation communautaire.